parler qu'il y a des dispositifs organisationnels particuliers pour justement faire communiquer les différentes fonctions. Je vous ai dit que c'était difficile de les faire communiquer et pour les faire coopérer ensemble. Ensuite, on parlera d'innovation technologique. On verra un petit peu ce qu'il y a de particulier pour gérer ces innovations. On parlera de stratégie d'entreprise en lien avec l'innovation, de gestion de projet, et puis on reviendra sur les modes de fonctionnement des entreprises. Donc, le fonctionnement des entreprises, il a évolué. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas de marketing, mais on a innové quand même. On a inventé, on a beaucoup innové au XIXe et au XXe siècle, même si c'était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Les découvertes scientifiques mettaient beaucoup de temps à se traduire en innovation, en application dans la vie réelle des entreprises. Ça mettait des années, des dizaines d'années, avant que la machine à vapeur, etc., avant que ça soit appliqué dans des domaines concrets. Alors qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, en fait, sont en alerte des innovations technologiques pour les mettre en application. Donc, en fait, dès qu'il y a une découverte scientifique intéressante, elle est très vite mise en application. Les délais d'application de la science sont beaucoup plus courts maintenant qu'ils ne l'étaient il y a un siècle. Donc, il n'y avait pas de marketing. On n'avait pas inventé le marketing et pourtant, quand même, on faisait des produits qui étaient adaptés aux clients. Mais à la fin des années 60 et 70, on s'est aperçu qu'il y avait des échecs de développement de produits qui étaient dus au fait qu'on n'avait pas bien pris en compte les clients, les marchés. Et les années 70 va être la période de montée de la fonction marketing avec des budgets de plus en plus importants. Et par contre, à l'inverse de la période aussi de rationalisation des budgets de recherche. Il faut que la recherche elle soit utile et il ne faut pas qu'elle dépense trop d'argent. On peut dire que dans des secteurs comme l'agroalimentaire, même on peut dire que ça va trop loin, qu'on met beaucoup d'argent sur la communication, on met beaucoup d'argent sur la publicité, etc. Et que de ce fait-là, comme les marges sont faibles dans l'agroalimentaire, il n'y a plus beaucoup d'argent pour les mettre pour mettre l'argent dans la R&D. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage, même si beaucoup d'entre vous vont aller dans les fonctions marketing. C'est peut-être un petit peu dommage parce que les produits agroalimentaires, parfois, ils pâtissent de ce fait-là. Il y a moins de matières premières intéressantes dans les produits. On fait plus les produits avec des matières premières à bas coût. Et pour dégager des budgets qui vont à la communication, à la publicité. Alors, le milieu des années 80, je vous ai dit, c'est la période de mondialisation, donc d'augmentation de la concurrence, de saturation des marchés dans les pays développés. Et c'est là que l'innovation devient continue, répétée dans les entreprises, les entreprises deviennent un peu obsédées de l'innovation, parce que c'est le seul moyen de se différencier par rapport à leurs concurrents. Enfin, c'est un des moyens très importants, c'est un moyen majeur de se différencier de ses concurrents. Alors, ce qui s'est passé aussi à la fin des années 80, c'est qu'on a vu que les Japonais, ils fonctionnaient très différemment des Occidentaux. Ils avaient une cohérence de groupe au sein des entreprises beaucoup plus forte, donc ils communiquaient mieux. Et donc la coopération dans les entreprises japonaises se faisait beaucoup mieux que dans les entreprises occidentales. Donc on s'est intéressé à créer des équipes de projets multifonctionnelles, on va en parler, à décloisonner les services pour faire en sorte qu'ils communiquent entre eux. Et aussi d'ouvrir aux partenaires extérieurs. On va le voir que c'est de plus en plus important dans l'innovation de s'ouvrir aux partenaires extérieurs. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'études empiriques sur l'innovation. Notamment, c'est beaucoup les anglo-saxons, les Canadiens, les Anglais, les Américains qui ont fait des études où ils ont pris des innovations. Certaines avaient réussi, d'autres échoué, et ils ont été demandés aux entreprises comment ça s'était passé, le développement de cette innovation. Et donc, ils ont comparé le développement de l'innovation dans les entreprises, d'une part à l'environnement, est-ce que c'était un environnement favorable ou pas, et puis ensuite à la manière dont ça s'était passé en interne. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, le succès d'une innovation, bon, c'est plurifactoriel, là on n'est pas surpris, mais ça dépend pour une bonne part de la manière dont l'entreprise est gérée en interne. Et ce n'est pas parce qu'en fait l'environnement est favorable, c'est-à-dire qu'il y a peu de concurrence, le marché est large et grand. Ce n'est pas pour ça que ça va réussir. Et ce n'est pas parce que le marché est étroit et qu'il y a beaucoup de concurrence que ça va échouer. Par contre, la manière dont on s'y prend en interne pour gérer les processus est très importante. Donc, ça vous dit que les compétences en gestion de l'innovation
sont très très importantes. Et voilà, il faut aussi avoir les compétences technologiques. Il vaut mieux avoir les compétences technologiques qui correspondent à l'innovation qu'on veut faire, effectivement. Mais parfois, par exemple en agroalimentaire, ces compétences, ils peuvent aller les chercher ailleurs, notamment dans les centres techniques interindustriels ou dans la recherche publique, auprès de la recherche publique. L'agroalimentaire peut trouver des soutiens de ce côté-là quand elles ne les ont pas en interne. Par contre, la manière de gérer les processus en interne, ça, il faut qu'elle l'acquiert. Alors, un autre point important qui a été trouvé dans plusieurs secteurs, donc ça, c'est les courbes de dépenses. Donc là, c'est les coûts qui sortent. Donc ici, c'est les coûts décidés. Et ici, c'est l'argent qui sort effectivement, les dépenses effectives, l'argent qui sort. Donc ici, en abscisse, vous avez les différents stades du développement de produits. Donc vous avez différents stades de développement de produits, planification, conception préliminaire, donc planification du projet, conception préliminaire, conception détaillée, puis la production, puis la logistique et le lancement, la commercialisation. Et donc ici, c'est les coûts cumulés sur le cycle de vie de cette innovation. Donc vous voyez qu'au départ, on prend plein de décisions concernant les coûts. Mais au départ, il y a très peu d'argent qui sort effectivement. L'argent qui sort effectivement, c'est cette courbe-là. Donc on voit qu'en conception préliminaire, on a pris des décisions qui concernent 85% des coûts. Mais très peu d'argent est sorti encore. Par contre, comme on a pris ces décisions, on est sûr que cet argent, il va sortir. Une fois qu'on a décidé, qu'on a fixé la conception, donc là c'est la conception préliminaire, là c'est la conception détaillée. En conception détaillée, on a fixé 95% des coûts. Donc là, dans cette première phase de l'innovation, où en fait on est encore dans pas mal d'incertitudes quant aux clients, quant au marché, quant à certains choix qui ne sont pas encore arrêtés, mais dès qu'on arrête les choix technologiques et de matériaux, en fait, on a fixé les coûts. Et donc cet argent va forcément sortir. Donc on voit que les décisions qu'on prend en amont du processus d'une décision, en fait, elles sont très importantes, parce qu'elles engagent énormément. Et qu'après, si on veut les changer, ça va être très coûteux. On pourrait toujours changer de technologie, de composants, de matériaux. Mais vous voyez bien qu'il va falloir refaire le développement, donc ça va être très coûteux. Donc, on a pris conscience de cet aspect-là qui est extrêmement important en innovation. C'est-à-dire que tout ce qu'on décide en amont, eh bien, ça a très vite des conséquences importantes. D'où, il faut faire très attention en fait, à ce qu'on décide en amont. Il faut s'efforcer que les décisions qu'on prend en amont, elles soient pertinentes. C'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle l'ingénierie concurrente. Alors, l'idée, c'est qu'auparavant, on menait les projets d'innovation de manière séquentielle. Donc, on se disait, le marketing connaît les clients, donc c'est lui qui a les idées sur l'innovation, et il va transmettre ces idées à la R&D, qui va se débrouiller pour définir le processus de production du produit. Et la R&D va transmettre ce processus aux usines qui vont le mettre en œuvre. Ensuite, on va donner le produit, là il manque la logistique, aux logisticiens qui vont le transporter dans les magasins, dans les réseaux de distribution, qui vont le transporter et les commerciaux, eux, vont négocier avec les magasins, les réseaux de distribution et ensuite on le vend aux clients. Quand on fait comme ça, le marketing a une idée, la R&D essaie de la mettre en œuvre, de trouver les processus de production. Parfois, la R&D ne va pas y arriver. Par exemple, elle n'arrivera pas à faire le produit dans la couleur que souhaite le marketing, ou avec l'ingrédient qui va bien, qui est bon pour la santé, ou avec l'arôme, ou avec le composant qui en fait ne résiste pas sur les machines existantes. Donc, le produit, il va falloir le reprendre en marketing parce que ça va changer le concept. Ou on ne le reprend pas. On fait un produit qui n'est pas tout à fait celui que le marketing avait décidé, mais on fait ce produit qu'on peut. On le transmet aux usines. Les usines vont peut-être s'apercevoir qu'elles ne peuvent pas le fabriquer parce que leurs lignes de production ne le permettent pas. Ou alors, parce que je vous ai dit, là, on est en séquentiel, c'est-à-dire que chacun décide dans son coin sans consulter les autres. Ou alors, c'est le conditionnement. Les usines, ça arrive souvent. Les usines s'aperçoivent qu'elles ont du mal à conditionner le produit. Ou alors, il est trop fragile. Donc là aussi, on va modifier le produit. Soit on le revoit à la R&D, soit on ne le revoit pas. On bricole, on modifie le produit, et puis on l'envoie distribuer. Et il arrive chez les commerciaux. Donc, in fine, il peut arriver sur le marché
un produit qui est en fait très différent de celui que le marketing avait conçu au départ, qui ne correspond pas à son positionnement marketing. Un positionnement marketing, c'est de définir une cible, un segment de marché, donc un certain nombre de gens qui ont des goûts, des préférences, qui désirent certaines fonctions du produit. Donc qui ne correspond pas à ce que veut ce segment de marché-là, qui n'est pas bien positionné peut-être en prix, parce que les usines ont peut-être fait quelque chose de plus cher, qui n'est pas bien positionné dans ses fonctions, dans ses qualités, et encore moins qui ne correspond peut-être pas à la pub que le marketing a conçue. Ça arrive aussi. La pub peut être différente du produit réel, révéler en fait, par comparaison, les faiblesses du produit. Donc, ce type de projet-là pose problème. Et donc, on s'est dit, donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on voit que quand le processus est mal géré, plus on approche de la mise en route de la fabrication, plus le produit est modifié, parce qu'on le modifie pour qu'il passe sur les lignes, on le modifie pour qu'il puisse être conditionné, on le modifie pour qu'il résiste au transport. Voilà, donc on s'est dit, il faut absolument anticiper les contraintes. C'est-à-dire que quand on conçoit le produit, il faut prendre l'avis des différentes fonctions. L'avis des commerciaux, l'avis des fonctions logistiques, l'avis des usines, savoir si ça passera sur les lignes de production, et évidemment l'avis R&D. Donc l'idée est d'anticiper les contraintes, ce qui correspond aussi à cette courbe-là. Ici, il faut anticiper dans cette phase-là toutes les contraintes qui ne vont se révéler que dans celle-là. Donc les intégrer dans ces décisions, puisque ces décisions, en fait, elles sont définitives et qu'elles vont entraîner inéluctablement une sortie d'argent. Donc, quand les acteurs interviennent successivement, donc dans ce cas-là, projet séquentiel, il y a aussi un problème il y a toujours des problèmes de transfert de l'information. L'information est partiellement transmise, il y a des choses qu'on n'a pas dit parce qu'on ne pensait pas que c'était utile, il y a des choses qu'on a oubliées, tout simplement. Donc, il y a aussi de projet à projet des problèmes de mémorisation qui ne se font pas. Donc, il est important de faire travailler les gens de façon intégrée, de les faire travailler ensemble et de se débrouiller pour qu'ils communiquent bien, pour bien coopérer. Ce qui est important aussi, je vous ai dit, c'est important d'être le premier, avec un nouveau produit, d'être le premier sur le marché pour créer un lien entre votre marque et les clients, les utilisateurs. Si votre produit est satisfaisant, ce lien va vous servir à vous défendre de la concurrence, la fidélité à votre marque. Donc, le time to market, c'est-à-dire réduire le temps entre l'idée et puis le moment où on met le produit en marché, est très important. Parce que les idées de produits nouveaux, elles sont dans l'air. Donc, toutes les entreprises d'un même secteur ont un petit peu en portefeuille les mêmes idées de produits nouveaux. Et donc, celui qui, le premier, va faire un produit nouveau qui soit bien conçu, qui corresponde bien aux attentes du consommateur et le mettre en marché, il sera très avantagé par la suite parce que justement, il va créer ses références, il va créer un lien avec le consommateur. Et après, les autres, pour le consommateur, ils vont apparaître comme des imitateurs, comme ceux qui arrivent en dernier, les suivistes, qui arrivent avec le même produit. Bon, c'est les tablettes actuelles par rapport à l'iPad, c'est quand même, c'est des imitateurs. Ce ne sera pas perçu par le consommateur de la même manière que le premier qui a réussi à concevoir la bonne tablette. Donc, pour arriver très vite sur le marché, et donc arriver plus vite que ses concurrents, c'est pas mal de voir si on ne peut pas réaliser en simultané plusieurs tâches. Ça permet d'aller plus vite. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie concurrente. On peut l'appeler, donc en anglais, concurrent engineering, ingénierie simultanée, ingénierie intégrée, parallèle. Alors, il y a des logiciels pour faire ça. Il y a des logiciels sur ordinateur qui permettent de gérer les processus d'innovation de cette manière-là, avec des bases de données partagées que les différentes fonctions, les différentes divisions de l'entreprise vont pouvoir partager, la fiche produit, le diagramme de fabrication, toutes les caractéristiques du nouveau produit, et des transferts d'informations par électronique. Donc il y a ce genre de choses qui correspond à des logiciels spécialisés. Donc, pour faire de l'ingénierie concurrente, les entreprises ont mis en place des dispositifs organisationnels particuliers. Donc ça, c'est une entreprise. Donc vous avez la direction générale et puis vous avez les différentes divisions fonctionnelles. Là, c'est les usines, avec leur chef qui est le directeur production, ou directeur technique. La R&D avec un chef aussi, directeur R&D, le marketing avec un directeur marketing, le commercial avec un directeur commercial, la logistique avec un directeur logistique. Alors ça, c'est les chefs, là. Et puis là, il y a les collaborateurs. Donc toute l'équipe, dans chaque division, vous avez aussi des équipes
travaillent. Et chaque division, elle a son programme de travail propre. Les usines, ils savent ce qu'ils ont à faire. La R&D, elle a son programme de R&D à faire. Le marketing, pareil. Le commercial, pareil. Et la logistique aussi. Alors là, j'ai oublié une fonction qui va être importante dans les processus d'innovation. Laquelle? Je ne vais pas le noter sur le graphique. Là? Service après-vente, oui, pour certains types de produits, ça peut être important. Plus important encore ça, plus stratégique, qui va limiter, presque, pas la comptabilité, mais les finances, la direction financière. La direction financière, elle va être très importante. Dans les grands groupes, si vous avez une idée d'innovation, un projet d'innovation, mais que vous ne pouvez pas démontrer que ce projet d'innovation, la marge qui va dégager est c'est la marge moyenne des produits du groupe, ou même c'est une meilleure marge, ça c'est encore mieux. Si votre produit, en fait, il va dégager une marge inférieure à la marge moyenne existante des produits du groupe, la direction financière, elle va vous le retoquer tout de suite. Il n'est pas question que vous dégradiez la marge moyenne du groupe avec votre innovation. Même si, en fait, vous pensez que ça va être un marché tellement grand que finalement la marge unitaire va être réduite, mais le marché est tellement important. Donc, en tout cas, il va falloir l'argumenter durement. Donc, la direction financière, elle va forcément intervenir dans ces processus-là. Et donc, il s'agit de faire travailler ces gens ensemble, alors qu'on l'a vu, ils n'ont pas la même culture, ils n'emploient pas le même jargon, ils n'ont pas le même rapport au temps, et ils ont chacun quelque chose à faire chez eux. Parfois, il y a aussi des problèmes de relations personnelles. Il se peut que le directeur de telle usine, ils ne peuvent pas voir le directeur R&D ou le directeur marketing. C'est des organismes humains, les entreprises, ça joue aussi. Donc, et tout ça, ça peut entraver les communications. Alors, pour arriver à faire travailler ces gens ensemble, on a inventé les équipes de projet. Alors, les équipes de projet, ça veut dire qu'on va définir les projets d'innovation. Par exemple, on veut faire, je ne sais pas moi, un biscuit pour sportifs. On va désigner un chef de projet. Bon, généralement, ce sont les hiérarchies qui décident du chef de projet. On va le prendre dans une fonction ou l'autre, une fonction qui est importante. Parfois, s'il y a surtout des problèmes de production, ça peut être un chef de projet en usine, si c'est réellement, il y a surtout des problèmes de procédés, ou un R&D, ou un marketing qui va être chef de projet. En agroalimentaire, en fait, les chefs de projet sont souvent les responsables marketing et R&D, et il y en a souvent deux, le responsable marketing et le responsable R&D. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais donc, on va désigner un chef de projet, puis on va désigner, soit c'est la direction générale ou une direction intermédiaire qui s'appelle le comité d'innovation qui va désigner les gens qui vont travailler. Donc, dans chaque division fonctionnelle, on va désigner les gens qui vont travailler sur ce biscuit pour sportifs. Donc, on va dire en usine, c'est Albert qui va venir aux réunions sur le biscuit pour sportifs pour donner les contraintes de fabrication. En R&D, en général, il y en a plusieurs. Donc, c'est Jeanne et François qui vont travailler sur le biscuit pour sportifs. En marketing, donc pareil, plusieurs personnes. En commercial, il va y en avoir un qui vient pour prévoir justement, voir dans quel linéaire c'est bien de mettre le biscuit pour sportifs. Est-ce que c'est bien de le mettre dans les produits diététiques ou est-ce que c'est bien de le mettre parmi les biscuits? Où est-ce que les sportifs ont des chances de chercher leur biscuit? Ou est-ce qu'il faut aller le mettre dans les... Il faut peut-être aller le mettre dans les magasins pour sportifs, d'accessoires pour sportifs, aussi, pas seulement en grande distribution. Et les gens de la logistique, on va aussi en trouver un pour que justement, lui, il dise toutes les contraintes pour que le biscuit pour sportif arrive entier dans les magasins. Donc, on va faire une équipe comme ça sur les biscuits pour sportifs, et puis on fera une équipe sur le biscuit rigolo pour les enfants, par exemple, et puis une équipe sur les biscuits d'Anka diététiques pour les femmes. C'est un peu misogyne, excusez-moi. Vous me pardonnerez. Voilà, donc on va faire différentes équipes. Alors vous voyez qu'une personne peut travailler sur plusieurs projets en même temps. Et ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que les gens restent dans leur division fonctionnelle.
Donc il y a des gens qui travaillent sur le biscuit pour sportifs, mais ils vont pouvoir communiquer avec les autres. Ils restent dans leur division fonctionnelle, donc ils vont, d'une part, tout ce qu'ils vont apprendre en développant un biscuit. Pendant l'innovation, on apprend plein de choses. On apprend sur des ingrédients, des composants, sur des matières premières, sur des technologies. Et bien tout ce qu'ils vont apprendre, ils vont pouvoir le transmettre, hein, puisqu'ils sont toujours dans leur division fonctionnelle, donc simplement face à la machine à café, en discutant. Ce qu'ils font va être plus facilement transmissible aux gens de la même division, que ce soit en production, dans les usines, en R&D, forcément, là c'est très important, en marketing c'est très important aussi, au niveau commercial et au niveau logistique. S'il y a, je ne sais pas, un packaging, un type de suremballage qui est particulièrement intéressant, il va pouvoir, qu'on a développé pour le biscuit sportif, il va pouvoir le transmettre à son collègue qui travaille sur le biscuit rigolo pour enfants. D'autre part, comme les gens restent dans leur division fonctionnelle, ils vont pouvoir réactualiser aussi leurs compétences. Parce que quand on travaille isolément, tout seul, si c'est long, pendant plusieurs mois, plusieurs années, eh ben, on va avoir du mal à être up-to-date sur les technologies nouvelles, sur les nouvelles façons de faire, sur les idées nouvelles. Hein. Si on est isolé, on ne va pas renouveler ses compétences, on ne va pas réactualiser ses compétences facilement. Il faut faire un gros effort pour aller renouveler ses compétences. Tandis que quand on baigne dans une équipe où il y a plein de gens qui travaillent sur des choses variées, en fait, très vite, on va entendre parler de l'idée nouvelle, de la tendance nouvelle, de la technologie nouvelle ou du composant nouvel. Et donc, ça va faire que les compétences dans tous ces métiers-là, elles vont se renouveler. Et souvent, c'est en faisant des projets, en fait, qu'on apprend, parce que justement, en faisant des projets, on explore des technologies, des composants, des ingrédients. Donc, c'est en faisant des projets qu'on apprend des choses nouvelles, qu'on réactualise ses compétences. Donc, c'est important que ça diffuse à toutes les équipes. On peut trouver aussi des segments de marché qu'on n'avait pas remarqués. Donc, c'est important que ça diffuse aux autres équipes. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà là-dessus ? Alors, les chefs de projet, on peut les prendre dans différentes divisions fonctionnelles. Souvent, quand même, ça va être plutôt R&D, marketing, hein, le plus souvent. Je vous ai dit ce qu'il en était en agroalimentaire. C'est généralement les chefs R&D ou marketing. Ça tient aussi au fait que les marges sont faibles en agroalimentaire, que la communication R&D marketing est absolument essentielle. Et donc, quand on met deux chefs de projet qui sont des responsables, on est sûr qu'ils vont travailler ensemble, quoi. Ils seront bien obligés, puisqu'ils sont tous les deux dans le projet. Parce que le problème de cela, c'est que ce chef de projet-là, il faut en fait qu'il motive ces gens, il n'a pas de responsabilité hiérarchique sur ces gens-là. Ce chef de projet, c'est pas un chef, là. Là, c'est c'est peut-être un petit jeune qui vient d'arriver, ou en tout cas, c'est un cadre normal. Il n'est pas responsable de la fonction marketing. Celui-là n'est pas responsable de la fonction R&D. Donc, il n'a pas de poids hiérarchique très fort. Quand on est dans une situation comme ça, il faut qu'il arrive quand même à faire travailler des gens qui sont dans d'autres divisions fonctionnelles, qu'il arrive à les faire travailler ensemble, à les obliger à communiquer ensemble. Il faut qu'ils résolvent les conflits quand il y a. Il faut qu'ils traduisent, hein, quand ils se comprennent mal entre l'usine et le marketing, etc. Il faut qu'ils traduisent de l'un à l'autre. Et il faut qu'ils dynamisent l'équipe. Hein, il faut qu'ils la fassent avancer. Et souvent, ça arrive dans certaines entreprises, on met les jeunes qui viennent d'arriver, chefs de projet. On se dit, les jeunes, c'est vrai, les jeunes ont un regard nouveau sur l'entreprise. Ils ne sont pas encore dans toutes les routines de l'entreprise. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Sauf qu'en général, d'une part, ils connaissent assez mal les fonctionnements humains de l'entreprise, hein, tout l'organigramme qui n'est pas affiché, tout ce qu'il y a de tacite dans la connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Et ils n'ont pas d'autorité. Et dans ce cas-là, c'est particulièrement difficile de faire travailler les gens ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut des EV chefs de projet. Il faut en fait des chefs de projet qui aient quand même un certain niveau hiérarchique pour avoir de l'autorité. Alors, ça dépend un peu du type d'entreprise, hein, et du type de projet. En tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'il faut que ce chef de projet-là, il arrive à faire travailler ensemble les gens. Et aussi, par exemple, ça ne va pas forcément être facile parce que peut-être que cette personne en logistique, là, son chef, ce projet-là peut ne pas l'intéresser. Le biscuit pour sportif, le directeur logistique, vraiment, ça ne le motive pas du tout. Donc, il n'a pas du tout envie que son employé, là, il a plein de choses à lui faire faire, il n'a pas du tout envie qu'il aille aux réunions sur le biscuit pour sportif.
ou peut-être qu'il ne peut pas voir le directeur marketing qui a défini le projet du directeur sportif. Donc, ce n'est pas forcément facile de motiver les gens, et pourtant, il faut le faire. Et je vous ai dit, ils ne sont pas forcément ils sont pas dans la même ville, souvent, ils ne sont pas dans le même lieu géographique. Et il va falloir qu'ils se déplacent, il va falloir qu'ils échangent par mail, qu'ils aillent regarder les... Alors, beaucoup d'échanges peuvent se faire de manière électronique, mais tout de même, il faut se rencontrer de temps en temps. Et ça, c'est un problème si les chefs de projet n'ont pas suffisamment d'autorité, parce que justement, tous ces gens-là, le directeur R&D, il a un programme à leur faire faire, et il n'est peut-être pas motivé par le biscuit rigolo pour les enfants, et donc, il n'a pas envie que son collaborateur aille travailler là-dessus. Donc ça, c'est la difficulté, et c'est pour ça qu'en fait, en agroalimentaire, on prend directement des chefs, comme ça on est sûr qu'ils vont avoir l'autorité pour faire travailler tout le monde ensemble. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que, en général, on va prendre certains responsables, ça dépend des entreprises, et on va créer un comité de pilotage, ou un comité d'innovation, un comité de nouveaux produits, qui va donc être en fait un comité de gens qui sont à un haut niveau hiérarchique. Alors, il y aura toujours le directeur financier ou son représentant, enfin quelqu'un qui représente la fonction financière. Il y aura généralement directeur marketing, et parfois c'est soit directeur production, soit directeur R&D. Et ce comité, en fait, c'est lui qui va autoriser les investissements. Et autoriser, par exemple, à commencer à travailler sur un projet. Parce que si on décide de commencer le développement sur un projet, c'est un investissement. Vous allez prendre le temps des gens qui sont à R&D, le temps des gens qui sont en marketing, et leur dire, vous allez travailler là-dessus. Donc, en fait, c'est un investissement. Et donc, il faut que ce soit autorisé à un niveau hiérarchique assez haut, parce que ce niveau hiérarchique, il va pouvoir gérer l'ensemble des projets, le portefeuille de projets. Et donc, répartir, en fait, toutes ces ressources en fonction des différents projets de l'entreprise. Donc, ce comité de pilotage, c'est lui qui va dire, bon, d'accord, sur tel projet, on part en exploration déjà, on part définir les choses. Donc, j'autorise à ce que un tel parte et fasse une exploration sur le biscuit pour sportif. Ensuite, à un certain stade, on commencera à en savoir assez, donc il faut passer en développement. Et donc là aussi, ça va être stop and go par le comité de pilotage. Soit la phase d'exploration, le rapport qu'on leur fait les convainc, soit il ne les convainc pas. S'il ne les convainc pas, ils disent non, il n'est pas question que ça parte en développement parce que le marché n'a vraiment pas l'air d'être... les consommateurs ne sont pas prêts, il n'y a pas de marché pour ça, ce n'est pas la peine d'aller faire du développement là-dessus. Donc le comité de pilotage va autoriser comme ça l'utilisation de ressources. Et donc régulièrement, l'équipe de projet ou quelques éléments, ou simplement le chef de projet, va faire des rapports au comité de pilotage pour lui dire l'état des choses, voilà le résultat de nos explorations, voilà le résultat de nos essais en production, de nos essais de procédés, de nos essais d'ingrédients, de nos essais de composants, de nos essais d'arômes, voilà les résultats de nos tests consommateurs, de nos études marketing. À chaque avancée du projet, il y aura des rendus différents, forcément. Et le comité de pilotage va, à chaque stade, à chaque avancée, donner des stop and go sur le projet. Et parfois, il faut savoir arrêter un projet. Un projet peut être très séduisant au départ, et puis en fait, par exemple, il arrive, votre concurrent, il a sorti le même produit, et même mieux que ce que vous pouviez envisager de faire. Donc dans ce cas-là, il est très important d'arrêter le projet. Alors parfois, c'est très difficile, parce que parfois, ces gens, ça dépend du secteur, mais s'ils ont travaillé des années sur un produit ou un service, c'est difficile de leur dire, vous allez travailler, mais finalement, on va mettre le projet à la poubelle. Mais il faut savoir le faire, parce que sinon, ils vont continuer à travailler pour quelque chose qui n'aboutira jamais. Donc, c'est du gaspillage de ressources. Donc, ce comité de pilotage, il va aussi allouer, permettre aux gens de travailler, et puis allouer des investissements pour éventuellement acheter des équipements pour faire des essais, et à terme pour acheter des lignes de production si ça s'avère vraiment qu'ils sont sûrs qu'il y a un marché là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, ce qui va être fait aussi, c'est que de plus en plus, je vous ai dit, les entreprises développent les innovations avec des fournisseurs souvent. Des fournisseurs qui vont, par exemple, les fournisseurs d'ingrédients en agroalimentaire, ils viennent tous les ans proposer dans les grands groupes, ils font la revue des nouveaux ingrédients qu'ils ont sortis. Donc c'est une démarche commerciale, mais ils vont aller proposer aux grands groupes ces ingrédients nouveaux, ou alors améliorés par rapport à...
et leur suggérer des innovations, des produits nouveaux qu'ils pourraient faire avec ça. Donc en fait, les fournisseurs, il faut qu'ils connaissent bien les marchés des grands groupes, d'ailleurs, pour bien présenter ce qu'ils font. Alors, ça peut être des ingrédients en agroalimentaire, ça peut être des composants ailleurs, ou différentes parties d'un produit nouveau, que le fournisseur va proposer. Et en fait, le fournisseur, là, il va suggérer des innovations, et peut-être que c'est lui qui va amener le grand groupe à partir dans telle ou telle direction d'innovation. Et donc, c'est important d'intégrer ce fournisseur au développement du produit. Si c'est un ingrédient particulier, mettons pour le biscuit rigolo pour enfants, là, bien peut-être qu'il y a un ingrédient particulier qui est, je ne sais pas, qui permet une forme particulière ou qui est intéressant pour la santé des enfants. Il faut l'intégrer parce que peut-être que cet ingrédient, il va demander certains procédés en usine particuliers pour que cet ingrédient conserve ses qualités. Il ne faudra peut-être pas un procédé qui aille trop à des pressions élevées ou à des températures élevées. Donc il faut l'intégrer, en tout cas, aux phases amont de conception du produit. Oui, alors il faut dire aussi que dans l'idéal de ceux qui ont conceptualisé le fonctionnement en équipe de projet, l'équipe de projet devait rester exactement la même du début à la fin, avec les mêmes personnes dedans du début à la fin du projet. En fait, dans les faits, on voit souvent au début, beaucoup de marketing, R&D, commercial. Alors au début, c'est bien qu'il y ait des réunions qui intègrent toutes les fonctions et éventuellement les fournisseurs intéressés, les fournisseurs qui sont importants, c'est uniquement les fournisseurs stratégiques qui sont là, parce que sinon on ne les intègre pas comme ça au projet d'innovation. Sinon, toute l'information va chez le concurrent et il sort votre produit dans les 2 ans. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est uniquement les fournisseurs stratégiques et puis on va leur faire signer des contrats de confidentialité béton et on ne peut les intégrer que s'ils ont un réel intérêt à travailler avec vous et donc on est à peu près sûr qu'ils n'ont pas intérêt à aller donner de l'information à quelqu'un d'autre. Sinon, il ne faut pas les intégrer parce qu'il y a trop de dangers au niveau de la confidentialité. Il y a des dangers à intégrer des sous-traitants. On a vu des gros problèmes là-dessus. Donc, qu'est-ce que je disais là-dessus? Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, ça ne fait rien, je retrouverai plus tard. Oui, l'intégration des sous-traitants, on a vu que ça posait problème. Par exemple, l'U, à une époque, avait sorti des... vous savez, les gaufrettes à la framboise. Là, comment elles s'appellent, ces gaufrettes? Les pailles d'or. Les pailles d'or. Ils avaient sorti des pailles d'or sous forme... excusez-moi, je n'avais pas compris. Donc, ils avaient sorti des pailles d'or sous forme cylindrique, en tube. Des pailles d'or en tube. Et bien, immédiatement, au même moment qu'il est sorti sur le marché par une PME, des pailles d'or, les mêmes, avec les mêmes parfums. Donc, ça leur a fait perdre pas mal de ventes. Alors, après, ce deuxième fournisseur a disparu du marché, donc a retiré ses produits du marché. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est probable qu'ils aient sous-traité, parce que souvent, je vous ai dit, en agroalimentaire, on ne va pas créer une ligne de production pour quelque chose dont on ne sait pas s'il y a le marché derrière. Donc, même les grands groupes, ils peuvent très bien sous-traiter un produit nouveau comme ça. Mais on voit que c'est dangereux. Donc, probablement, ils avaient sous-traité à quelqu'un qui pouvait faire des gaufrettes en tube. Mais celui-là, il a dû revendre l'information à quelqu'un d'autre. Information effectivement extrêmement intéressante. Parce que si Danone le faisait, c'était lu, mais ils étaient chez Danone à l'époque. C'était quand même, ils avaient étudié le marché, qu'il devait y en avoir un. Et donc il y avait une PME qui avait sauté pour faire exactement une imitation du produit. Alors, il est probable que Danone leur a dit que s'ils continuaient, ils allaient les traîner au tribunal, parce qu'on n'a pas le droit de... un sous-traitant, s'il y a un contrat de confidentialité, il n'a absolument pas le droit de donner les informations à quelqu'un d'autre. Et donc, ils ont probablement intimidé, ou peut-être payé aussi, on ne peut pas savoir. Je ne veux pas être attaquée là-dessus, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ces pailles d'or en tube, finalement, il n'y a eu plus que l'U à les sortir sur le marché. Mais c'est sûr qu'ils ont perdu de l'argent. Donc, faire attention avec des sous-traitants. Effectivement, sur l'innovation, la confidentialité est très stratégique parce que sinon vous perdez des ventes. Et si vous perdez des ventes, ça peut complètement détruire votre marge. Quand même. Donc voilà ce qui est cette petite histoire sur les... Alors évidemment, donc faire attention, mais souvent c'est important d'intégrer ces fournisseurs. Et donc il y en a qui vont... un grand fournisseur de chocolat, il y a des groupes
qui font le chocolat pour toutes les entreprises de l'agroalimentaire, hein, pour les glaciers, pour les biscuitiers, pour les fabricants de desserts laitiers. Et donc, ces gens-là, ce sont des très grands groupes. Ils connaissent tout sur la manière de travailler des entreprises parce qu'ils vont voir les usines, ils regardent, ils étudient les procédés de production pour adapter finement le chocolat. Il y a des grandes variétés en fait de chocolat au procédé de production de l'entreprise. Et donc ces gens-là, eh bien, ils vont communiquer à l'entreprise du grand groupe, aux fonctions R&D notamment, aux fonctions marketing ou aux fonctions achat aussi. Bien regardez, on a fait un chocolat là qui aura par exemple un chocolat à l'arôme caramel ou un chocolat qui a un arôme particulier ou qui a une couleur particulière. Et donc vous pourriez faire, et ils vont même suggérer des produits que pourrait faire le grand groupe. Donc vous voyez que les fournisseurs spécialisés, dont je vous parlais tout à l'heure, ils peuvent avoir un très grand rôle dans l'innovation des entreprises qui dépendent d'eux. Ils vont suggérer des axes stratégiques d'innovation. Donc il faut qu'ils se renseignent eux-mêmes sur les marchés de leurs clients pour suggérer des bonnes innovations. Alors évidemment, des innovations qui intègrent leurs produits, hein, sinon ce n'est pas intéressant. Donc voilà ce dont il faut tenir compte sur cet aspect-là. Alors, il peut y avoir aussi un autre type d'innovation, c'est ce qu'on appelle les projets sortis, ou les task force, aussi on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va sortir les gens de leur division fonctionnelle pendant plusieurs mois ou parfois plusieurs années. Hein, si vous construisez un Airbus, vous allez sortir les gens de leur division fonctionnelle pour travailler sur tel ou tel type d'avion, hein, ou pour travailler sur tel ou tel type de fusée. Et donc là, on les sort de leur division fonctionnelle. Alors l'intérêt, c'est que là, il ne va pas y avoir le problème de est-ce que je travaille sur le programme de ma division ? Mon chef ne peut pas être content si je travaille sur tel produit nouveau parce que ça ne l'intéresse pas. Là, les gens sont sortis de leur division, donc on est sûr qu'ils vont se concentrer sur le projet en question. Hein, c'est plus sûr. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut marcher mieux. C'est aussi très important de faire ça quand la culture de l'entreprise n'est pas favorable pour innover. Hein, je vous en ai parlé pour Nespresso vis-à-vis de Nestlé, mais ça peut être le cas pour beaucoup d'entreprises. Nestlé est très attaché à ses produits, par exemple, travaille énormément et très bien à la qualité de ses produits, mais il est tellement dans ses produits, tellement compétent dans la qualité des produits, qu'il va avoir du mal à sortir du café qu'il a l'habitude de faire, du yaourt qu'il a l'habitude de faire, des biscuits qu'il a l'habitude de faire. C'est très difficile. Je vous ai dit, c'est plutôt nos compétences qui nous arrêtent à imaginer quelque chose de nouveau. Un exemple comme ça, toujours chez Yoplait, parce qu'à une époque, il y avait des gens qui sortaient beaucoup d'innovations chez Yoplait, et ils avaient eu l'idée du petit filou à sucer. Alors, il est toujours en marché, je crois. C'est du fromage blanc, aromatisé, qui est dans un tube comme ça, qui a l'air d'être du papier, je ne sais pas exactement, mais qui doit être du papier renforcé, probablement avec de l'aluminium, et que les enfants sucent, en fait. Et donc, pour faire ça, il a fallu qu'ils travaillent sur les encres, des choses qui étaient très loin de l'agroalimentaire, parce qu'il ne fallait pas que ce soit toxique pour les enfants, évidemment, sur les matériaux. Mais ils ont eu beaucoup de réticence, les directeurs R&D, à sortir ce produit. C'était un produit où ils pensaient que ça pouvait être vraiment une innovation importante, mais ils avaient beaucoup de réticence. Pourquoi ? Parce qu'ils font du produit laitier frais. Et à quoi on fait attention quand on fait du produit laitier frais ? À la chaîne du froid. À la chaîne du froid. Quand vous faites un produit comme ça, petit filou à sucer pour les enfants, la chaîne du froid, qu'est-ce qui va lui arriver ? Vous mettez ça dans les mains des enfants. Les enfants, ils vont à l'école. Les enfants, ils emportent ça dans leur cartable. Ça tombe en fond du cartable. On ne peut pas, si on est sérieux, on sait que le petit filou à sucer, il va probablement rester plusieurs jours au fond du cartable. La chaîne du froid, on n'en parle plus, elle n'est plus là. Et donc, plusieurs jours après, il retrouve son petit filou à sucer. Et est-ce que... En fait, il se demandait, est-ce qu'il va y avoir des enfants qui vont tomber malades à cause de notre produit, quoi ? Ce serait catastrophique. À la fois catastrophique du point de vue éthique, mais aussi catastrophique pour l'image de l'entreprise. Ce genre de crise, ça atteint l'image de l'entreprise de façon pérenne. Hein, même si l'enfant, il a juste une petite diarrhée passagère. Hein, c'est des choses qui restent. Et donc, ils ont beaucoup hésité. Et donc, vous voyez, ça a bridé beaucoup leur... Bon, finalement, ils l'ont sorti et finalement, il n'y a jamais eu de problème parce qu'en fait, un produit laitier, c'est acide. Donc, les bactéries se développent mal dedans. Et un produit laitier, quand il est mauvais pour la santé, en fait,
plus personne n'a envie de le manger parce que ça se voit. Le produit laitier qui est vraiment dégradé, il n'est pas du tout appétant. Donc, l'enfant qui retrouve au fond de son cartable un petit filou qui a trop attendu, il est probable qu'il a juste envie de le mettre à la poubelle vite. En tout cas, ils n'ont jamais eu de problème. Et c'est un produit qui est une belle innovation, quoi, qui a bien marché pour faire manger des produits sains à des enfants à la cour de récréation. C'est pas mal. C'est mieux que des gâteaux sucrés ou des confiseries. Hein, c'est beaucoup plus sain nutritionnellement. Donc, pour vous dire que c'est donc nos compétences qui nous freinent pour innover. Et donc, c'est parfois utile de sortir les gens de leur division fonctionnelle. Et Nespresso, donc on a vu que c'était ça. Parce que Nestlé sait tellement bien faire du café que imaginer une autre manière de faire du café, c'est très difficile, quoi. Et donc, on va laisser les gens longtemps travailler dans cette task force, plusieurs mois ou plusieurs années. Et le problème, là, c'est les problèmes par rapport à l'apprentissage, aux compétences. C'est-à-dire que si il y a plusieurs personnes de la même compétence dans l'équipe, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est isolé, hein, mettons qu'il y a un directeur logistique qui soit tout seul de sa compétence dans un projet, eh bien, lui, il peut voir ses compétences devenir peu à peu, au fur et à mesure des mois, des années, un peu obsolètes, parce qu'il est tout seul à avoir cette compétence-là, et donc il n'a pas de collègues pour entretenir, renouveler ses compétences. Et de même, si on ne réintègre pas ces équipes, si ces équipes ne reviennent pas dans les divisions fonctionnelles, tout ce qu'ils auront appris à développer ce produit-là risque d'être perdu, quoi. On va pas si on ne les réintègre pas dans les divisions fonctionnelles, ça ne va pas revenir, les compétences qu'on a acquises sur ce produit-là ne vont pas revenir dans chaque division. Donc ça, c'est les choses qu'il faut gérer, quoi. Simplement, c'est pas obligatoire, hein, on peut le gérer, mais il faut y penser, il faut le gérer. Alors ça, c'est les organisations matricielles. Ça existe notamment dans l'automobile. Donc on a les métiers ici. Donc ici, on a les différents métiers de l'automobile. Il y a certains sous-traitants. Dans l'automobile, il y a plein de choses qui sont faites à l'extérieur. Les moteurs ne sont pas fabriqués par les entreprises automobiles. Les tôles, avant, étaient embouties. L'emboutir les tôles pour former la forme d'une porte, la forme d'un châssis, la forme des différentes pièces de carrosserie. Avant, c'était Peugeot, Renault, etc. qui faisaient l'emboutissage. Maintenant, c'est fait par des entreprises qui ne sont plus, qui sont des sous-traitants. Parfois, elles sont des sous-traitants dans les locaux. C'est-à-dire qu'on a gardé la fonction dans les locaux de l'entreprise, mais on fait un mètre et en fait, on passe dans une autre entreprise chez le sous-traitant. Et donc, ça, c'est les métiers. Et là, donc, il va y avoir le projet de mettons, du véhicule hybride, le projet du véhicule haut de gamme, le projet de la Logan low cost. Hein, donc, des différents... Alors, ce qu'il y a de différent avec les autres, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont chefs de projet et qui le restent. Ils n'appartiennent pas aux différentes divisions. Il y a un métier chef de projet et puis il y a une administration des chefs de projet, hein, et il y a un chef des chefs de projet. Hein, donc, c'est là où c'est assez différent. Et des fonctionnements qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour mémoire qu'il y a des organisations aussi qu'on peut appeler matricielles. Bon, avec le même type de problème, hein, c'est-à-dire que les chefs de projet, là, ils doivent négocier avec les différents chefs des métiers. Pour que celui-là travaille sur ce projet-là, il va falloir négocier avec le responsable de cette fonction-là. Pour que celui-là travaille avec celui-là, sur ce projet-là, il va falloir négocier. À chaque fois, les négociations vont se faire. Alors, plusieurs structures d'entreprise. Si vous êtes dans une petite entreprise, si vous créez une start-up, par exemple, au départ, vous n'avez pas besoin de vous organiser en groupe de projet. Si vous êtes peu, hein, si vous êtes moins d'une dizaine, hein, dans une start-up, généralement, la communication et la coopération pour travailler ensemble, elle va être immédiate, hein, elle va être spontanée. Vous n'aurez pas besoin de créer des équipes de projet. La communication informelle va très bien fonctionner. On n'a pas besoin de procédures formalisées pour travailler ensemble. Bon, ça suppose qu'on soit une petite équipe et qu'on soit proches les uns des autres. Donc ça, c'est très favorable d'ailleurs pour l'innovation parce que les gens s'expriment facilement. Si on est en conflit, on s'engueule, mais ce n'est pas grave parce qu'on
on est une petite équipe et que finalement on va arriver à passer outre les conflits. Donc ça peut être très favorable. Le problème, c'est quand la start-up recrute, augmente en taille, et qu'il y a de plus en plus de gens. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand il y a de plus en plus de gens? Est-ce que les gens ils vont continuer à communiquer, à coopérer facilement? Beaucoup moins, parce qu'ils vont se regrouper, ne serait-ce que par homologue de la même compétence, ils vont se regrouper, ou par affinité. Enfin, donc le groupe humain, il va grumeler un peu. Il va y avoir des groupes qui vont se former, et ces groupes, forcément, ils vont communiquer un peu moins bien avec les autres. Donc c'est là où ça pose des problèmes, et là aussi où il va falloir définir aussi des gens qui prennent les responsabilités, c'est-à-dire des leaders, des chefs, qui prennent des responsabilités, parce que quand on est tout petit, on peut travailler un petit peu sur le consensus, on n'a pas besoin que le chef il soit absolument très autoritaire avec une... Mais par contre, quand on devient nombreux, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui recadre, qui donne les directives, parce que sinon, il faut focaliser les énergies, sinon on va dépenser des ressources sans s'en apercevoir, en dépenser beaucoup trop. Et puis aussi, il faut quelqu'un qui assume les responsabilités. Parce que sinon, s'il n'y a pas de chef, il n'y a personne qui est responsable, en fait. Et donc, si personne n'est responsable, ça va très mal, parce que les décisions vont devenir irrationnelles. Donc, il va falloir créer, quand l'entreprise augmente en taille, on est obligé de créer de la hiérarchie, on est obligé de créer aussi des dispositifs qui obligent les gens à communiquer bien et à coopérer très bien ensemble. Alors, autre structure possible, le département innovation. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, là, la structure matricielle qui se trouve surtout dans l'automobile, un peu aussi l'aéronautique. Là, on a des coordonnateurs de projets qui mobilisent les acteurs métiers et les font travailler ensemble sur les projets. Alors, l'intérêt, c'est que la direction générale, là, elle peut très bien voir tous les projets, elle va voir facilement l'allocation des ressources aux différents projets, qui on affecte à quoi, et elle va pouvoir très bien gérer ça, et gérer son portefeuille de projets. Là où c'est difficile, c'est quand il y a, comme tous ces projets sont dans un seul... c'est quand on veut mettre des procédures pour administrer les projets, que tous suivent certaines procédures, etc. Peu à peu, ça peut devenir un peu bureaucratique. Et du coup, c'est plus du tout créatif. Et c'est comme ça que ces entreprises-là peuvent perdre un peu la capacité à innover. Donc le risque de ce type de structure, c'est un peu la bureaucratie. Et donc, perte de créativité, par trop de formalisme, trop de procédures. Alors, autre structure, ce qu'on appelle ad hoc, ça c'est souvent des structures qu'on rencontre dans des entreprises qui font de la R&D pour d'autres. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. La R&D peut être externalisée. Donc, il y a des entreprises qui externalisent pas seulement la fabrication des ingrédients, mais aussi leur R&D. Donc, des entreprises, des biotech, des entreprises de la physique, de la chimie, peuvent faire de la R&D pour d'autres entreprises. Et aussi les sociétés comme les sociétés de conseil. Alors, dans ces structures-là, en fait, l'entreprise, elle se structure à chaque commande. À chaque fois qu'elle a une commande, on définit un groupe de projets qui va travailler sur cette commande. Et donc, à chaque fois qu'il y a des commandes, en fait, l'entreprise, elle change de forme, parce qu'il y a un groupe de projets qui se crée à chaque fois qu'il y a une nouvelle commande pour travailler sur le projet. Donc, c'est très réactif. C'est un ensemble de projets, donc mouvants, qui changent au fur et à mesure du temps, en fonction des demandes des clients. Et ça a cet aspect-là qui est intéressant. Ce qui est ennuyeux, c'est que ces entreprises-là, elles peuvent, comme elles travaillent à commande, à chaque fois à la commande, à satisfaire un projet, elles peuvent être un peu focalisées sur le court terme, et donc faire de moins en moins de recherche, plutôt chercher la marge sur chaque commande, que de chercher à faire vraiment une recherche technologique importante. Et donc être plus sur des objectifs à court terme. Et aussi, si on a des experts qui font plus de recherche, qui sont plus en contact avec des fonctions de recherche, eh bien, on peut avoir des experts dont les compétences deviennent peu à peu obsolètes, quoi. Comme ils passent de projet à projet, qui sont des projets définis par des clients, donc plutôt à court terme, pas forcément des projets très approfondis, peu à peu, ils peuvent perdre leurs compétences. Et donc, en fait, il faut que ces entreprises soit fassent de la recherche, soit en contact, maintiennent un contact avec des équipes de recherche par différents dispositifs, en allant à des conférences,
en faisant venir des conférenciers, en créant des liens avec des entreprises de recherche pour maintenir les compétences de leurs salariés. Et donc la dernière, la dernière c'est justement les divisions fonctionnelles avec des équipes de projet. Donc l'intérêt, c'est que c'est flexible, c'est que ça permet la capitalisation des apprentissages dans chaque division fonctionnelle. Quand le chef de projet n'a pas d'autorité formelle, il peut avoir du mal à mobiliser les gens. Et aussi, parfois, c'est un problème de surcharge de travail parce que la personne qui est ici, elle a un programme de travail à faire pour son chef et puis un programme de travail pour le projet. Celui-là, il a le programme de travail pour 2 projets, plus un programme de travail pour ce directeur d'usine. Et en fait, personne ne voit la totalité des demandes qui s'adressent à lui. Personne ne peut contrôler en fait l'ensemble du travail qui s'adresse à lui. Donc là, on peut arriver à des gens qui sont très surchargés de travail sans que personne ne se soit aperçu, quoi. Et donc forcément, ça va mal finir. Surtout qu'avec les systèmes de l'électronique aujourd'hui, les gens sont vite surchargés. Parce que vous avez des gens, dans une entreprise, on peut avoir énormément de mails, de demandes qui arrivent dans une même journée. Rien que de trier vos mails, ceux auxquels il faut répondre vite, ceux qui peuvent attendre un peu, et ceux qu'on met directement à la poubelle, ça prend du temps. Quand vous en avez 30 chaque matin ou 40 chaque matin, rien que ça va vous prendre du temps. Et ça devient un problème. Surtout qu'en fait, le problème aussi de la communication électronique, c'est qu'on se sent un peu obligé de répondre vite. On ne prend pas le temps de la réflexion. Et ça, c'est un peu le problème des entreprises, c'est qu'elles sont tellement pressées par le temps que c'est difficile de prendre le temps de prendre du recul. Je prends du recul, je réfléchis. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile pour les cadres aujourd'hui, et c'est pourtant extrêmement nécessaire. Extrêmement nécessaire de prendre du recul sur son activité, parce que peut-être qu'il faut changer de manière de faire, peut-être qu'il faut changer les rapports avec tel ou tel membre de son équipe. Donc, peut-être qu'il faut aller chercher des compétences ailleurs ou des expertises ailleurs. Et ça, si vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir, c'est foutu, quoi. Et ça, la communication électronique, on se sent obligé de répondre à un mail, on se sent obligé d'y répondre dans l'heure ou dans le jour qui vient. Et en fait, parfois, on répond trop vite et on ne prend pas le temps de la réflexion, de consulter tel ou tel. Donc ça, c'est un petit peu ces risques de surcharge du travail, de stress, qui viennent aussi de la communication électronique très rapide, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là d'organisation des entreprises. Donc,